Donc, bonjour à toutes et à tous, entre autres aux personnes qui sont en visio, puisque nos étudiants, je les ai déjà salués, ceux qui sont devant moi en tout cas. Voilà, ces conférences organisées par le SITC Paris et le SITC Metz ont lieu à chaque fois le premier mardi de chaque mois, donc de 17h30 à 19h, entre octobre et mars. Donc, nous faisons notre première conférence de ce nouveau cycle cette année. Et aujourd'hui, nous avons un réel plaisir à accueillir Madame Tatiana Richa, qui va nous parler d'un outil dont on n'arrête pas de parler, justement, qui est l'intelligence artificielle et plus exactement le machine learning. Elle l'a utilisé dans le cadre de sa thèse CIFRE, réalisée chez Terrasol en partenariat avec le laboratoire Navier de l'École des ponts et chaussées, pour estimer en fait des tassements induits par le creusement des tunnels. Donc pour cela, elle va répondre à un certain nombre de questions en attendant les vôtres après la présentation. Donc que ce soit ici dans l'amphi ou en visio, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Ok. Et avant de lui laisser la parole, quelques mots sur les prochaines conférences. Donc, le 5 novembre, on aura une conférence animée par Construire Acier. Et le 3 décembre, en fait, par Blandine de Mascuro, de Treffman, qui est en fait une start-up de l'ESITC Paris, qui nous parlera de la supply chain hors les murs pour muscler la marche tout en respectant la terre et ses habitants. Voilà, donc je vous souhaite une bonne conférence et merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Sabrina pour l'introduction et pour cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir pour vous présenter mes travaux sur le machine learning pour la prédiction des tassements induits par le creusement des tunnels. Donc, ces travaux-là ont été dans le cadre de ma thèse que j'ai soutenue en mai 2023 sous la direction de Jean-Michel Pereira et l'encadrement de Lina Guayacan, Gilles Chapon et Francis Lanquette. Donc, comme Sabrina l'a déjà dit, c'était une thèse CIFRE au sein de Terrasol CETEC, en collaboration avec l'École des ponts et le laboratoire Navier, ainsi que CETEC TPI. Donc, un peu de contexte, on est sur le Grand Paris, qui est le plus grand projet de métro en Europe, avec plus de 200 km de lignes automatiques. Pour ce projet de thèse, nous avons accès à 2 lignes du Grand Paris, à savoir la ligne 14 Sud et la 15 Sud-Ouest, qui ensemble forment plus de 13 km de lignes excavées au tunnelier. Alors, c'est quoi une tunnelier? C'est une grande machine de plus de 100 mètres de longueur, et sur le Grand Paris, on avait un diamètre de 10 mètres. Cette machine sert à creuser les terrains et en même temps à poser ce qu'on appelle le soutènement. Donc, c'est ce qui va tenir les terrains après excavation. Donc, comment ça fonctionne? En gros, nous avons la roue de coupe par ici qui va tourner afin d'excaver les terrains en utilisant les molettes et les dents. Imaginez, c'est comme des petits couteaux là qui vont excaver les terrains. Ensuite, le sol excavé, il rentre dans la chambre d'abattage où il sera mélangé avec des additifs afin de former une sorte de pâte homogène qu'on puisse faire sortir jusqu'à l'extérieur du tunnelier. Une fois l'excavation terminée, le tunnelier s'occupe également de poser le revêtement. On pose ce qu'on appelle des voussoirs. C'est des éléments en béton armé préfabriqué. On a besoin de 7 voussoirs afin de former ce qu'on appelle un anneau. Et c'est ce qui forme donc le soutènement. Alors, comment on tient l'équilibre pour qu'on n'ait pas un effondrement lors de l'excavation? En simple, on a une pression qui est appliquée dans la chambre d'abattage et nous avons un mortier injecté par ici à l'arrière de la jupe, simplement parce que le diamètre d'excavation, il est plus grand que le diamètre des voussoirs. Donc, pour combler ce vide, nous avons besoin de faire des injections. Donc, voilà en résumé. Donc, nous sommes en train d'excaver sur le Grand Paris dans des stratigraphies très riches et variées. Et ces excavations, même si elles sont bien limitées, il y a toujours des risques, ceux des déformations en surface. Dans cette présentation, on va surtout se focaliser sur le tassement et encore plus spécifiquement sur le tassement maximal que note le SMAX. Alors,
Smax, c'est le tassement maximal observé à l'axe du tunnel une fois que le creusement est terminé. Aujourd'hui, les ingénieurs, pour le calculer, ils ont des méthodes traditionnelles, à savoir les méthodes empiriques, mais celles-là, elles donnent un simple ordre de grandeur des tassements maximaux. On est incapable d'avoir des valeurs précises. Et il y a également des méthodes numériques, type élément fini, par exemple. Ces méthodes-là, leur problème, c'est qu'elles demandent des lois de comportement pour qu'on puisse modéliser les terrains. Donc, en gros, on va faire comprendre au programme quel est le comportement du sol sous certaines contraintes et comment le terrain va réagir. Pour expliquer ces lois de comportement, on a besoin de nombreux paramètres dont on ne possède pas toujours. Et en plus, si on va faire des modélisations tridimensionnelles qui sont le plus réalistes, eh bien, le temps de montage et de calcul du modèle, il n'est pas négligeable. Donc, on ne peut pas se permettre de faire ces modèles-là à chaque mètre, par exemple. On choisit des sections très spécifiques où on a des risques et c'est par là qu'on peut faire des calculs. Donc, compte tenu de tout ça, nous nous sommes dit, allez, on va se pencher vers des méthodes un peu plus innovantes, comme l'intelligence artificielle et plus spécifiquement le machine learning. Et donc, en espérant réussir à trouver une méthode qui sera capable de nous prédire ces déformations, ces tassements maximaux, à chaque mètre du creusement. Alors, quel est l'état de l'art déjà de l'intelligence artificielle en géotechnique? On n'est clairement pas les seuls qui avons eu cette idée. Depuis les années 2015, on voit une augmentation exponentielle, voire une explosion du nombre d'articles recherche qui inclut en même temps géotechnique et machine learning ou intelligence artificielle. Donc, il y a tout le monde un peu qui s'intéresse à ce sujet actuellement. Il y a clairement un problème. Ces méthodes ont leurs limites. Elles ont besoin de beaucoup de données pour qu'on puisse avoir un algorithme qui nous sort un modèle correct. Et c'est là où mon sujet de thèse est arrivé au bon moment avec l'opportunité du Grand Paris, parce que ce projet-là, il était largement ausculté, c'est-à-dire on avait des mesures sur le terrain, que ce soit les données de sol ou les données de tunnelier, donc la machine qui était en train de creuser, ou encore les mesures de déformation observées en surface. Donc on avait énormément de données et donc on pouvait se permettre de tester les méthodes d'intelligence artificielle. Donc l'objectif, pour résumer, c'est d'améliorer le suivi du creusement et de prédire en temps réel les déformations en surface et donc afin de prévoir les tassements sur des zones non excavées. Notre but, donc, c'est d'avoir au cours du creusement une méthode qui sera capable de me dire dans 10 mètres, voire dans 100 mètres, combien sera le tassement maximal en surface, afin qu'on puisse voir comment réagir sur les terrains. Et donc, la présentation pour répondre à cet objectif sera divisée en 3 parties. La première, je vais vous montrer comment nous avons construit une base de données à partir des données du Grand Paris. La deuxième partie, je vais vous expliquer un petit peu les algorithmes de machine learning et comment on a réussi à les optimiser. Et enfin, comment nous les avons exploités pour réussir une prédiction en temps réel. Donc, commençons par la première partie, la base de données, comment on transforme une donnée brute en une information exploitable. Donc, sur les chantiers, comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de chance, il y a beaucoup de données, sauf que cette donnée est à l'état brut. Donc, c'est une sorte de mine d'or, oui, mais qui a besoin d'un grand travail non négligeable afin de transformer la donnée brute en information exploitable. Ça veut dire quoi, un grand travail, en gros? C'est ce qu'on appelle le traitement de la donnée. Ça commence par l'extraction jusqu'au nettoyage. Déjà, qu'est-ce qu'on veut dire par extraction? Il faut savoir que les données qui nous ont fournies sont données par plusieurs fournisseurs. Donc, les données tunneliers sont données par, désolé, je dis beaucoup de données, mais j'ai pas le choix. Donc, les données de tunneliers sont fournies par un fournisseur spécifique. Les données de sol sont fournies par un autre. Et les mesures de tassement sont fournies par encore un troisième. Et donc, ils sont normalement sur des plateformes. Et nous qui avons envie de faire du machine learning, on a besoin d'avoir toutes ces informations en local pour qu'on puisse les utiliser et qu'on entraîne l'algorithme avec. Donc voilà, c'est l'étape d'extraction. Et ensuite, le nettoyage, comme je l'ai dit, c'est de la donnée brute, donc elle est inexacte, incomplète, il y a des données manquantes.
Il y a ce qu'on appelle les outliers, et donc c'est des données incohérentes, il y a des données dupliquées, etc. Donc il y a beaucoup de nettoyage à faire sur la donnée. Alors, j'ai marqué par ici aussi les grandes difficultés reliées à la donnée d'ingénierie géotechnique ou ingénierie civile, en vrai, en général. C'est comme je l'ai dit, il y a la diversité des fournisseurs et se pose du coup la question de la confidentialité et de la propriété de cette donnée. On ne peut pas se permettre d'utiliser la data sans savoir à qui elle appartient et si on a le droit, en effet, de l'utiliser ou pas. Donc, il y a un grand travail aussi de discussion, de négociation pour réussir pour se permettre de l'utiliser. Et le troisième problème, c'est la diversité des formats de la data, parce que la donnée, idéalement, sera fournie dans des fichiers Excel. Ça, c'est le rêve. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la donnée peut être fournie par des images, des vidéos, des messages audio, etc. Donc, ça, c'est de la donnée non structurée qu'on a besoin de transformer en une donnée structurée, c'est-à-dire des données tabulées, par exemple des feuilles Excel ou encore des fichiers CSV. C'est ce qu'on appelle des données structurées que nous pouvons manipuler avec du code derrière pour qu'on puisse en tirer l'information. Donc, vu tout le travail que nous avons dû faire, pour information, c'était plus d'1 an de travail entre extraction et nettoyage. Nous avons sorti une sorte de petite recommandation, voire une petite demande, qu'il faut imposer dès le début d'un projet, d'un grand projet, un mode d'accès à la donnée. Donc, se créer une base de données qui soit dès le début correcte et cohérente, avec une bonne architecture, avec des formats structurés de la donnée, pour nous sauver énormément de temps et espérer qu'un de ces jours, on va pouvoir démocratiser l'intelligence artificielle. On va prendre un peu l'exemple des mesures de tassement. On va parler de nettoyage, de calage, d'un peu d'analyse statistique, sans trop s'attarder là-dessus. Donc, j'ai parlé des mesures de déformation en surface. Il faut savoir que nous avions environ 16 000 capteurs en surface. Après nettoyage de ces capteurs, on finit avec uniquement 8 700 capteurs. Hein, donc, il faut pour vous donner un ordre de grandeur que finalement, même si on a de la donnée, derrière, une fois qu'on nettoie, on diminue largement ce chiffre-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils mesurent, ces capteurs? Eh bien, chacun va prendre une mesure toutes les 30 minutes du tassement en fonction du temps que nous transformons en distance au fond du tunnel. Donc, on voit bien que c'est une courbe longitudinale, gaussienne cumulée, je veux dire. Pourquoi? En gros, avant le passage du tunnel, nous n'avons pas des déformations. Et au fur et à mesure de l'avancement du creusement en dessous d'un point donné, eh bien, il va commencer à former des déformations en surface jusqu'à arriver à une phase où ces déformations se stabilisent. Et donc, nous, derrière, ce qui nous intéresse, c'était la valeur maximale observée par un capteur donné que nous avons noté S étoile. Donc, pour résumer aussi, parce qu'on va en avoir besoin, rappelez-vous qu'un capteur, il est placé à une position donnée de l'axe du tunnel, à sa gauche, à sa droite, à une distance de 1 mètre, 5 mètres, 10 mètres, etc. Et donc, le S étoile, c'est la valeur maximale mesurée à une distance de l'axe du tunnel. Pour le nettoyage des mesures mesurées par un capteur, eh bien, il y a plusieurs méthodes, comme du nettoyage primaire, où tout simplement, on va prendre uniquement les valeurs de tassement plus ou moins proches de la moyenne. Donc là, on a pris plus ou moins 30 mm. Et il y a d'autres types de nettoyage, comme utiliser le machine learning. Il y a des algorithmes bien connus comme Isolation Forest, qui lui, il a comme rôle la détection des anomalies. Donc, on voit là, une fois qu'on a optimisé l'algorithme, il a réussi à détecter les points rouges comme étant des données aberrantes ou des outliers, et donc, il nous permet de les supprimer et nettoyer nos données. Donc, nous avons, comme j'ai dit, plusieurs capteurs à une distance de l'axe du tunnel. Chacun nous donne un S étoile. Et donc, nous, on cale des courbes dessus pour qu'on puisse trouver ce S étoile. On a fini par trouver 4400 bonnes valeurs de S étoile. Pour rappel, on était avec 16 000 capteurs, passé à 8 000, et là, on retombe à 4 000. C'est les seules données qu'on va pouvoir utiliser avec le machine learning. Une fois on a les S étoiles, on les trace en fonction de la distance à l'axe. Donc là, c'est l'axe du tunnel. Là, c'est les mesures maximales observées par tous les capteurs proches de ce point-là. On cale une cuvette, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle la cuvette de Peck.
Et donc, c'est juste la gaussienne qui nous permet de retrouver le tassement maximal mesuré à l'axe du tunnel. Et voilà le fameux S-max dont je vous ai parlé au tout début de la présentation. Donc, c'est à travers toute cette procédure que j'ai réussi à mettre dans ma base de données environ 2600 mesures de S-max que je vais utiliser dans mes algorithmes de machine learning pour entraîner et obtenir un modèle. Alors, parlons rapidement de l'évaluation du calage. Comment je sais que ce calage que nous avons fait ici, est-ce qu'il est bon ou pas? Est-ce que je garde la valeur de S étoile ou pas? Eh bien, il a fallu trouver une sorte de métrique d'erreur pour mesurer la qualité de ce calage-là. Nous avons choisi le coefficient de détermination qui, en gros, il va juste comparer les mesures réelles, donc les points noirs, aux mesures calées et donc la courbe rouge. Et on voit là, par exemple, à gauche, une très bonne courbe et donc un R carré qui est proche de 1, c'est la valeur parfaite. Et un autre où le calage, il est très mauvais avec un R carré proche de 0 qui est la valeur la moins bonne. Une question qui se pose, c'est est-ce qu'on va finalement privilégier la qualité ou la quantité de données? Vu que le machine learning a besoin de beaucoup de données pour qu'il puisse apprendre et nous sortir un bon algorithme, mais en même temps, il a besoin d'une très bonne qualité de données pour qu'il ne fasse pas des bêtises derrière, quoi. Donc, spoiler alert, on va privilégier la qualité au final et non pas la quantité. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails. Mais voilà, vaut mieux avoir un algorithme qui a bien appris avec des bonnes données qu'un algorithme avec 6000 données mais qui ne veulent rien dire au final. Donc, à l'aide de tout ça, nous avons pu construire une base de données de tunnels donc, qui se base sur les 3 catégories, les mesures du creusement, donc les paramètres de tunnelier, les paramètres de sol et les mesures de tassement. Expliquons peut-être rapidement c'est quoi une base de données. Pour faire très très simple, c'est un ensemble de tables qui sont connectées entre elles de façon à ne jamais devoir répéter une information plusieurs fois et de manière à réussir à interconnecter l'information. Concrètement, ça veut dire quoi? Ici, j'ai une table que j'ai nommée anneau, que vous pouvez nommer position, par exemple, parce qu'elle contient les coordonnées. Donc, connaissant les coordonnées, moi, j'aimerais savoir exactement quelle est la stratigraphie et les paramètres mécaniques en cette position. C'est mes tables vertes qui sont connectées à cette table. Je veux savoir quels sont les capteurs présents en surface et quel est le tassement maximal qui a été mesuré par ces capteurs en cette position. Voilà mes tables rouges qui sont connectées. Et je veux savoir quels sont les paramètres tunneliers de creusement en cette position. Voilà ma table bleue connectée à mes coordonnées. Donc, ayant une telle base de données, on peut tout de suite obtenir l'information qui nous intéresse pour pouvoir faire des calculs derrière, que ce soit des calculs statistiques, d'intelligence artificielle ou même d'ingénierie de tous les jours. Ça serait idéal, tout comme on a dit dans les recommandations, d'avoir une sorte de base de données dès le début des projets qui ait toutes les données connectées. Donc voilà, 3 catégories dans cette base de données. Nous avons un ensemble d'environ 2600 observations de S-max. Et ça, c'est une information que nous n'allons pas utiliser pour aujourd'hui. Ensuite, on peut passer à l'apprentissage automatique. Je vais vous présenter les méthodologies et les limites de l'état de l'art et comment nous avons cherché à aller un peu plus loin dans le travail de cette thèse. Déjà, c'est quoi machine learning? Moi, j'aime bien le définir en une seule phrase. C'est trouver des relations entre des données d'entrée, certains paramètres qu'on appelle caractéristiques, c'est le grand X, et une valeur de sortie à partir de données. Donc, concrètement, ici, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Je veux prédire le S-max, c'est ma variable cible, à partir de mesures de paramètres de sol et des mesures de pilotage de tunnelier. Donc ça sera mes X. Donc, je cherche juste, à partir des données, je les insère à la machine et je lui dis, vas-y, trouve-moi un modèle qui se base sur les corrélations qui se créent entre mes différentes variables pour que tu puisses calculer tout seul le S-max. C'est quoi, quels sont les différents types d'apprentissage? Nous avons ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé
et le non supervisé. Alors, dans le supervisé, c'est exactement notre cas, c'est là où le Y, il est connu. Donc, en effet, vous avez vu que nous avons bien des mesures de S-max dans notre base de données. Donc, je connais déjà mon Y et je peux l'utiliser pour entraîner mon algorithme. Dans du non supervisé, je n'ai pas cette information. Donc, quelques exemples d'algorithmes supervisés. On parle de classification, on parle de régression. Dans le non supervisé, c'est comme par exemple le Isolation Forest que nous avons déjà utilisé. Il y a le clustering. Donc, vous voyez bien, lorsque j'utilisais le Isolation Forest, j'avais pas l'information que ça, c'est des variables, ça, c'est des valeurs aberrantes et ça, c'est des bonnes valeurs. J'ai laissé l'algorithme tout seul me trouver cette information. Donc, c'est pour cela que c'est du non supervisé. Alors, lorsqu'on cherche à obtenir un modèle à partir de machine learning, nous avons deux risques majeurs. Celui de tomber dans du sous-apprentissage ou dans du surapprentissage. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est ce qu'on appelle le overfitting. On a l'habitude d'utiliser ce terme beaucoup plus que l'autre. Donc, pour simplifier, nous avons les points en noir, c'est les données réelles qui sont présentes. Et les trois autres courbes sont obtenues par des algorithmes de machine learning. Idéalement, on veut obtenir la courbe noire qui traverse l'ensemble des points sans chercher à les coller. On a la courbe en rouge qui n'a pas suffisamment de degré de liberté, donc elle sera en sous-apprentissage. Elle est incapable de coller les différentes mesures et elle va me donner des mesures erronées. Mais le pire, c'est le surapprentissage. C'est là où l'algorithme, ou plutôt le modèle obtenu, il va chercher à coller chacun des points de ma base de données. Et ainsi, il va me sortir un modèle très, très complexe qui, lui, va nous donner des fausses prédictions à des points spécifiques. Donc, au final, ni le surapprentissage, ni le sous-apprentissage ne sert à quelque chose. Il faut vraiment chercher à obtenir cet ajustement optimal. Pour lancer de l'entraînement, eh bien, il nous faut un ensemble d'apprentissage, le train dataset, qui lui, il va être utilisé dans l'algorithme de machine learning afin de trouver un modèle. Ensuite, on utilise l'ensemble de tests qui lui va être utilisé pour évaluer la performance du modèle et sa capacité de généralisation. Donc, en gros, nous avons les 2600 mesures, par exemple. On va utiliser, normalement, on prend 80% pour l'entraînement. Là, on trouve un modèle. Et à partir de ce modèle trouvé, on va l'utiliser pour le tester avec le test data. Donc, vous remarquez que l'ensemble de tests, il est mis de côté. C'est des données que le modèle n'a encore jamais vues. C'est des nouvelles informations. Et c'est ce qui nous permet de savoir si le modèle il est capable de généraliser, de me prédire sur des zones que je ne connais pas encore. Alors, comme tout modèle, le machine learning aussi, les algorithmes de machine learning, ils ont des paramètres qu'on doit ajuster pour obtenir le meilleur modèle possible. Les paramètres d'un algorithme de machine learning, on les appelle hyperparamètres. Et pour les choisir au mieux, on peut utiliser ce qu'on appelle la validation croisée. Et donc, en gros, ça veut dire quoi? On va garder le test dataset de côté, mais le training dataset, on va le diviser en plusieurs plis, ce qu'on appelle les splits. Et pour chacun, on va utiliser, normalement, on divise en 5 splits, mais il n'y a pas de règle, ça dépend vraiment de la taille de votre ensemble de données. Et donc, on va utiliser 4 sur 5 pour l'entraînement, et le 5e, on va l'utiliser pour la validation. Vu qu'on a divisé en 5 fois, on peut répéter l'opération 5 fois et à chaque fois, on va obtenir un score à la fin qui va nous permettre d'évaluer la qualité de notre modèle. Et vu que nous avons 5, on calcule par exemple une moyenne de ces 5 métriques sorties, de ces 5 mesures d'erreur pour trouver la métrique d'erreur finale du modèle. Pourquoi on fait ça, en gros? C'est juste pour éviter un aléa statistique. En gros, imaginez qu'on tombe sur des données très mauvaises dans le fold 1 et des données qui se ressemblent beaucoup dans le fold 2, 3, 4, 5. Bien là, on va avoir une métrique d'erreur qui est très, très
haute, du coup, parce qu'il ne va pas réussir à faire ses prédictions. Alors que ici, vu que le fold 2, il ressemble au moins au 3, 4, 5, il va avoir une meilleure qualité. Il va mieux réussir. Donc ainsi, on évite les statistical flukes, les aléas statistiques. Voilà. Comme j'ai parlé, on a dit des mesures de performance, des métriques d'erreur, etc. Tout ça, c'est des métriques qui nous permettent de mesurer la qualité de notre modèle de machine learning. Et donc là, par exemple, je vous présente deux que j'ai utilisés dans ma thèse, le RMSE et le R carré. Encore une fois, c'est juste une comparaison entre les mesures réelles mesurées sur le chantier et les mesures prédites par mon modèle de machine learning. Donc, on peut très bien plutôt que de faire des calculs, on peut aussi plotter les prédictions en fonction des mesures réelles. Et donc, ainsi, toute valeur qui est sur la diagonale, c'est là où on peut dire les prédictions sont égales aux valeurs réelles. Et donc, on a un très bon modèle qui a réussi. Et toutes les valeurs qui dépassent la diagonale sont ou bien des surestimations, et donc les prédictions sont plus grandes que les mesures réelles, ou bien des sous-estimations. Donc, c'est l'inverse, les prédictions sont plus faibles que les mesures réelles. Donc, voilà, tout ça, c'est pour réussir à trouver un moyen d'évaluer la qualité du modèle obtenu, pour savoir est-ce qu'il a réussi ou pas. Donc, un peu d'état de l'art sur la prédiction des tassements. Qu'est-ce qui a été fait avant ma thèse? Eh bien, j'avais trouvé environ 31 études, dont 25 qui prédisent spécifiquement le S-max, donc le tassement maximal mesuré à l'axe du tunnel. La taille de l'ensemble des données m'a quand même marqué. On voit qu'en moyenne, nous avons des ensembles de données de 150 valeurs et il y a un seul article qui sort du lot avec plus de 600 mesures dans leur dataset. Donc, ils ont entraîné leur algorithme avec 600 mesures. Pour rappel, grâce au Grand Paris, nous avions plus de 2600 mesures. Donc, c'était un énorme avantage de notre côté. Un autre point marquant dans l'état de l'art, c'était de voir le nombre de publications et surtout les algorithmes qui ont été utilisés au fur des années. Donc, on voit que les réseaux de neurones, par exemple, sont les plus anciennement utilisés, alors que XGBoost, par exemple, il a commencé à être testé pour la prédiction des tassements en 2019. Cela est très normal, vu que l'algorithme de réseau de neurones, il est très, très ancien. Donc, c'est le plus ancien sur le marché et donc le plus utilisé, pour qui on a le plus confiance. Et XGBoost, par exemple, il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 2014, Random Forest en 2001. Donc, voilà, ça reste des algorithmes assez récents. Donc, on voit qu'il commence à gagner en visibilité à partir de l'année 2019. Et d'ailleurs, en 2019, c'est l'année où j'ai commencé ma thèse. Donc, c'était vraiment un sujet très booming à l'époque. Un peu d'explication sur un des algorithmes, c'est les arbres de décision. C'est l'algorithme le plus simple, disons. Il se base, c'est comme un arbre de probabilité, au fait. Nous avons une condition qui split toujours en deux sens, oui ou non, donc en fonction de cette condition, et puis ainsi de suite jusqu'à arriver à une décision finale. Je vous ai parlé d'hyperparamètres des algorithmes, et donc c'est des spécificités de chacun des algos. Là, par exemple, pour l'arbre de décision, on parle, un des hyperparamètres, c'est la profondeur de cet arbre. Plus il est profond, plus il va chercher à coller l'ensemble des mesures dans mon entraînement. Et donc, il va tomber dans du surapprentissage, dans du overfitting. Et moins il est profond, moins il va chercher à coller ses valeurs, et donc moins il va avoir de bons résultats, et il sera en sous-apprentissage. Donc, il faut trouver le bon équilibre pour avoir un modèle performant. Donc, ça, c'est les arbres de décision. Les Random Forest et XGBoost, les deux algorithmes sont formés par un ensemble d'arbres de décision. La différence, par exemple, Random Forest, il va diviser l'ensemble des données en une dizaine, par exemple, et il va entraîner 10 decision trees. Et ensuite, il va calculer la moyenne de tous pour trouver le résultat final. Alors que XGBoost, lui, il va se dire non, moi, je vais prendre l'ensemble des données, je vais entraîner un algorithme
Et puis, en fonction des résultats, je vais en profiter pour entraîner un deuxième, un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à ma valeur finale. C'est ce qu'on appelle le bagging et le boosting, si jamais vous êtes intéressé pour faire des lectures supplémentaires sur le sujet. Donc, comment on ajuste un algorithme de machine learning? Comment on fait le choix des caractéristiques et donc des données d'entrée à prendre en compte dans mon algorithme pour faire mon apprentissage? Comment diviser les données pour faire cet entraînement? Quelle serait la quantité nécessaire suffisante pour faire cet entraînement? Et comment on détecte et on prévient le surapprentissage? Donc, le choix des caractéristiques, clairement, vu que le tassement, d'après nos connaissances dans le domaine géotechnique, on sait que le tassement, il dépend fortement des sols rencontrés, de leurs paramètres mécaniques, ainsi que des paramètres de creusement du tunnel. Donc, c'était très évident de choisir ces catégories-là pour les intégrer dans mon algorithme de machine learning et faire mon apprentissage. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà les paramètres. Donc, nous avons des pressions, des vitesses d'avancement, des cohésions des sols, etc. Un des problèmes que nous avons rencontrés, si vous regardez avec moi une des coupes de notre stratigraphie, vous voyez à quel point elle était riche. On avait beaucoup de couches rencontrées. Et donc, si pour chacune des couches, je vais prendre les 6 paramètres de sol, plus prendre en compte des informations importantes qui sont l'épaisseur de chacune des couches et sa position par rapport au tunnel, parce qu'en fonction de ça, on n'aura pas les mêmes tassements, eh bien, on va facilement se retrouver avec une soixantaine de caractéristiques à insérer dans le modèle. C'était inimaginable avec notre quantité de données, donc même si on est dans les 2000, ça reste pas suffisant. Donc, il fallait trouver une solution pour transformer cet ensemble de couches en quelque chose d'exploitable par l'algorithme. Nous avons choisi une méthode présentée dans un des articles Chen et al. De 2019 qui cherche simplement à combiner les propriétés mécaniques de l'ensemble des sols ainsi que leur épaisseur et leur position par rapport au tunnel pour ensuite avoir une seule couche homogène avec des paramètres de sol combinés. Donc, il fallait juste rester conscient qu'au final, nous avons perdu le sens physique des paramètres mécaniques derrière, mais quand même, l'algorithme, il est tout à fait capable de comprendre les fluctuations de ces données. Et au final, c'est ce qui intéresse le plus l'algorithme de ML. Lui, il ne comprend rien au sens physique en soi. On va commencer d'abord par une division aléatoire des données pour qu'on puisse faire l'entraînement. Donc, je l'avais mentionné, je le redis, normalement, on part sur une division de 80% des données pour l'entraînement de l'algorithme, pour obtenir un modèle, et 20% des données pour tester ce modèle. Donc, initialement, j'ai fait comme j'ai vu l'ensemble des articles faire. Nous avons fait une division aléatoire, c'est-à-dire je considère que le creusement est déjà terminé. J'ai un ensemble de données déjà présent dans ma base. Je l'utilise et je le divise aléatoirement, 20 et 80. On se retrouve avec 2072 observations pour l'entraînement, à comparer avec le maximum de 600 dans l'état de l'art ou encore les 150. Ça change un peu. Et pour tester, nous avons 518 observations. Nous avons comparé plusieurs algorithmes de machine learning, à savoir les réseaux de neurones, les decision trees, les random forest, SVM et XGBoost. On a trouvé qu'en vrai, ils sont tous suffisamment performants, avec des métriques d'erreur de R carré qui s'approchent de 1, c'est la valeur idéale, et des RMSE qui s'approchent de 0. À savoir, le RMSE, c'est pas entre 0 et 1, c'est des valeurs en millimètres. Donc, on a une erreur d'environ 1 millimètre, ce qui est très acceptable. Alors, pour savoir s'il y a du overfitting et pour savoir quelle est la taille de l'ensemble de données suffisante pour entraîner notre algorithme, nous avons tracé ce qu'on appelle les learning curves. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On va varier la taille de l'ensemble d'entraînement. Plutôt que de prendre directement les 2000 valeurs, eh bien, on va commencer à entraîner avec 250, 500, 750, ainsi de suite. Et on va tracer la métrique d'erreur, R carré. Pour rappel, 0, c'est pas terrible. 1, c'est un très bon résultat. Donc, on voit bien que pour l'ensemble des algorithmes, on a trouvé qu'environ 700, 750 observations sont suffisants pour avoir des bons résultats.
Donc, ça nous permet déjà de se dire que 2000 observations, on n'a pas vraiment besoin de tout ça. On peut se suffire de 700 observations. Et le deuxième point, je ne pourrais pas trop expliquer, mais en gros, la courbe en noir, c'est la courbe d'apprentissage. Quand elle est égale à 1 tout le temps, c'est que clairement, notre algorithme, il a surappris. Il est en overfitting et il faut résoudre ce problème. Donc, on a eu ces deux constats-là de ces courbes. À partir du premier constat du fait que nous n'avons pas besoin d'autant de données, bien, on a repris l'entraînement, mais cette fois-ci avec 70% pour le test et 30% pour l'entraînement, contre 20-80 tout à l'heure. Donc, ça change. L'entraînement, maintenant, il est avec 777 observations et le test avec 1813. On a trouvé que XGBoost et Random Forest ont réussi le mieux avec cette taille de données, toujours avec des R carrés proches de 0,9 et des RMSE inférieurs à 0,7. Donc, au final, ce n'était pas une mauvaise idée de réduire la taille de l'ensemble des données. Ensuite, le deuxième problème, c'était que nos algorithmes sont en surapprentissage. Il faut faire quelque chose pour résoudre le problème. Pour contrôler la complexité des modèles et éviter le surapprentissage, on a utilisé la technique de compromis biais-variance. En résumé, ou en très simple, ça veut dire quoi? On calcule deux erreurs, le biais et la variance. Un biais élevé veut dire que nous sommes dans un modèle trop simpliste qui est en sous-apprentissage. Et une variance élevée, c'est que le modèle, il est en surapprentissage. Il est très sensible aux fluctuations, c'est-à-dire il va vraiment chercher à coller l'ensemble des données. Et c'est pas ce qu'on veut. Finalement, on veut chercher cet équilibre optimal entre les deux erreurs. Donc, c'est ce que j'ai fait derrière tous mes hyperparamètres de mes algorithmes. Donc là, par exemple, je vous ai représenté la profondeur des arbres dont nous avons déjà parlé. Et donc, vous avez en rouge le biais, en bleu la variance, en noir l'erreur totale. Et j'ai trouvé ainsi la zone, la plage, ou l'intervalle encore, où nous avons l'équilibre optimal de ces deux erreurs. Donc, comme ça, je sais que pour chaque hyperparamètre, quel serait le bon intervalle à utiliser. Maintenant que j'ai l'intervalle pour tous les hyperparamètres, comment savoir quelle est la meilleure valeur en combinant tous les hyperparamètres? Bien, nous avons des fonctions déjà toutes prêtes sur Python, par exemple, qui font ou bien une recherche exhaustive, et donc ils vont aller chercher à calculer l'ensemble des combinaisons possibles, ou bien faire une recherche aléatoire, où ils vont prendre aléatoirement des combinaisons d'hyperparamètres, ils vont lancer le calcul, et ils vont me sortir une erreur finale, et cette erreur va me permettre de trouver le meilleur set d'hyperparamètres, la meilleure combinaison d'hyperparamètres pour obtenir le meilleur modèle. Après avoir fait tout ce travail, on voit que nos courbes s'éloignent de la valeur de 1. Donc, on est plutôt safe avec un R carré pour Random Forest de 0,92, RMSE 0,65 qui sont quand même meilleurs que le XGBoost. Donc, tout ce travail-là nous a permis de se dire Random Forest reste le meilleur algorithme possible, même si XGBoost il est très bien, il va fallu choisir un, et donc on est resté sur RF. Donc, voilà ce que je viens de dire. RF, c'est l'algorithme le plus performant. Je vous ai montré comment régulariser et optimiser les hyperparamètres à l'aide du compromis biais-variance et de la recherche aléatoire ou bien recherche exhaustive. Et enfin, nous avons montré que la taille de l'ensemble de données nécessaires, c'est environ 750 observations. Nous n'avons pas besoin de 2000, mais pas 100 non plus. Donc, voilà, il faut trouver le juste équilibre. Après, ces 700 observations, c'est propre à notre algorithme, c'est propre à notre projet. Pour chaque projet, il faut relancer les learning curves et voir quelle est la taille nécessaire. Ce n'est pas une règle générale à prendre ou à retenir. Dans des cas pratiques, donc nous avons le creusement en réalité sur le Grand Paris du TR1, TR2 qui forment deux tronçons de la ligne 15, sud-ouest, et la ligne 14 sud. Donc là, ce que nous avons cherché à faire, c'est de se dire, en réalité, le tunnelier est en train de creuser en temps réel. Donc moi, j'ai toutes les données à l'arrière du front. C'est ces données-là que je peux utiliser pour entraîner mon algorithme. Et toutes les données à l'avant du front, je ne les ai pas. Il faut les prédire. Donc c'est là où la division aléatoire n'est plus acceptée pour des prédictions en temps réel. Qu'est-ce que ça change concrètement? C'est que surtout, on n'est plus dans un cas d'interpolation,
maintenant, on cherche à extrapoler, à prédire sur des zones qui n'ont pas nécessairement été déjà rencontrées dans mon ensemble d'entraînement. Donc, l'extrapolation, il y a deux types, une extrapolation statistique ou une extrapolation spatiale. Donc, vu le temps, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais nous, en gros, on cherchait l'extrapolation spatiale. On voulait savoir quelle est la distance d'extrapolation possible. Genre, aujourd'hui, l'algorithme que j'obtiens, le modèle que j'obtiens, je peux espérer l'utiliser pour prédire jusqu'à combien de mètres à l'avant du front. Est-ce que c'est juste pour les prochains 10 mètres? Est-ce que c'est pour les centaines de mètres? Ainsi de suite. Donc, pour répondre à ces questions, nous avons lancé un ensemble d'exercices. Donc là, par exemple, j'ai pris les 3000 premiers mètres du TR1, d'un des tronçons de la ligne 15, pour l'apprentissage, et les 1000 mètres suivants pour le test, pour la prédiction. Donc, je simulais un creusement en temps réel, en quelque sorte. Les résultats m'ont montré que le modèle reste performant pour une prédiction jusqu'à 300 mètres et que la généralisation reste possible. Nous avons également, je ne parle pas d'extrapolation statistique, nous avons également testé un apprentissage sur 1000 mètres pour une extrapolation sur les 2000 mètres suivants. Donc, comme si j'ai toutes ces données-là, j'apprends avec et je teste sur le reste. Eh bien, encore une fois, mon modèle a été performant jusqu'à 300 mètres. Mais le problème, c'est que 1000 mètres de creusement, ça représentait 8 mois de creusement. Il ne faut pas imaginer qu'aujourd'hui, j'ai un tunnelier qui est en train de creuser. Je vais attendre 8 mois pour obtenir des données suffisantes pour que je puisse entraîner mon algorithme et l'utiliser. C'est quand même pas réaliste. Donc, il fallait trouver une façon d'enrichir mon algorithme avec plus de données pour qu'il puisse réagir et devenir efficace plus rapidement. Pour cela, vu que sur le Grand Paris, on creusait plusieurs lignes en parallèle, on pouvait très bien imaginer profiter des données d'une autre ligne, d'entraîner avec et de prédire après. Donc là, concrètement, j'ai pris toutes les données de la ligne 14 Sud et juste 500 mètres du TR1 et j'ai cherché à prédire les 500 suivants. On a trouvé que contrairement à tout à l'heure où j'ai dû utiliser 1000 mètres, 500 mètres, cette fois-ci, ont été largement suffisants pour que je puisse faire des prédictions à 300 mètres. Donc, avec cet exercice, nous avons prouvé qu'on peut avoir un apprentissage enrichi, on peut profiter de données d'autres lignes avec des stratigraphies similaires quand même pour faire nos prédictions. Donc, ça, c'était l'aspect spatial. Nous avons vu que jusqu'à 300 mètres, c'est pas mal. Et on peut entraîner sur une ligne supplémentaire pour améliorer les résultats. Le dernier exercice que nous avons fait, c'est un entraînement mensuel. Ça veut dire quoi? Là, je me suis vraiment mise en conditions réelles. Je me suis dit, mes 3 lignes sont en train de creuser en temps réel. Je vais collecter, je vais me positionner sur une date spécifique et je vais prendre toutes les données qui existent avant cette date. Et tout ce qui est après, je considère que je ne l'ai pas. Donc là, je suis à une date au bout de 4 mois de creusement. Il y a déjà eu le creusement d'environ 350 mètres du premier tronçon de la ligne 15, 170 mètres du deuxième tronçon de la ligne 15 et que 12 mètres de la ligne 14. Les points noirs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, clairement, on ne peut pas vraiment tirer conclusion au bout de 4 mois de creusement. Au bout de 5 mois, on a un peu plus de données. On peut voir que les résultats de prédiction deviennent acceptables jusqu'à 150 mètres à l'avant du front. Et au fur et à mesure de l'avancement du creusement, donc au bout de 10 mois environ, on commence à avoir un algorithme très, très performant qui est capable de prédire les S-max jusqu'à 150 mètres à l'avant du front. Donc concrètement, aujourd'hui, je suis sur le chantier, mon tunnel est en train de creuser. Je peux déjà prédire mètre par mètre quel est le tassement maximal à espérer, à prévoir sur les 150 mètres à l'avant du front. Pour vous donner aussi un ordre de grandeur, le creusement par jour idéal, maximal, c'est une trentaine de mètres. Donc 150 mètres, on a déjà prédit sur plusieurs journées quel sera le tassement maximal. Et c'est très utile pour gérer les risques en temps réel. Donc voilà pour l'aspect spatio-temporel. Et donc concrètement, il y a une conclusion aussi à en tirer de tous ces exercices, c'est que aujourd'hui, je peux commencer à appliquer mon algorithme à partir de 3 ou 4 mois de creusement. Et surtout, je dois l'enrichir au fur et à mesure de l'excavation.
Donc, plus j'ai des données, plus mon algorithme est performant. Donc, je peux très bien commencer à 3 mois et au fur et à mesure de l'acquisition de nouvelles données, je le réentraîne et j'augmente sa performance au fur et à mesure. Pour info, l'entraînement d'un algorithme type Random Forest, c'est même pas quelques minutes. Donc, c'est très, très rapide et la prédiction, c'est instantané. Donc, ça, j'ai oublié peut-être de le dire. En conclusion, donc, les principaux apports de cette thèse, c'était que nous avions la chance d'avoir un ensemble de données suffisamment grand pour qu'on puisse faire beaucoup de tests et mettre en évaluation la quantité nécessaire pour obtenir les modèles performants. Donc, dans notre cas, ça a été environ 700 observations. La détection et la prévention du surapprentissage, on a cherché à aller un peu plus loin que ce qui a été fait dans l'état de l'art, qui est juste la validation croisée. On a cherché à obtenir ou à tester les méthodes de régularisation et d'optimisation. Nous avons validé les études récentes. Si vous vous rappelez du graphique, on a dit que Random Forest et XGBoost sont de plus en plus utilisés ces dernières années. Ils sont très performants. Nous avons également eu la même conclusion. Donc, on incite les ingénieurs qui ont envie de tester du machine learning de ne pas tout de suite se pencher sur les algorithmes de réseau de neurones qui sont quand même un peu plus complexes que les Random Forest et XGBoost. Donc, il faut vraiment tester ces algorithmes lorsqu'on a des données tabulées. Nous avons testé les aspects spatials combinés au temporel pour faire des prédictions d'étassement en temps réel. Et nous avons validé l'extrapolation spatiale et donc la capacité d'un modèle à prédire à l'avant du front du tunnel. Pour conclure, et donc explicitement répondre aux questions qui ont été posées pour cette présentation, pourquoi l'IA pour la prédiction d'étassement? Eh bien, parce que c'est une solution très rapide pour la gestion des risques aujourd'hui sur nos chantiers. Quels sont les enjeux liés à la donnée géotechnique? Eh bien, on a vu la diversité des fournisseurs, à quel point ça pourrait être problématique, à quel point les données de chantier sont des données très brutes qui ont besoin de beaucoup de travail pour valoriser la donnée, la transformer en information, et l'importance de construire une base de données derrière. Je vous ai montré une méthodologie généralisable pour l'application du machine learning, étape par étape pour comment aller et développer un algorithme optimisé. Et comment intégrer la prédiction en temps réel? Eh bien, toute ma thèse, c'était une preuve de concept pour prédire l'étassement à l'avant du fond du tunnel à l'aide du machine learning. On a conclu qu'au bout de 5 mois de creusement, on peut se permettre de commencer à prédire l'étassement jusqu'à 150 mètres à l'avant du fond. Et merci. Merci beaucoup. On va laisser la place aux questions. Donc, je vous écoute. Ouais. Attendez, je vous apporte le micro pour que tout le monde puisse entendre. Ok. Le sujet est complexe, hein, donc n'hésitez pas à poser des questions. C'est normal si vous n'avez pas complètement tout saisi. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris quelque chose, il y a des choses que vos camarades ne l'aient pas compris non plus. Et Tatiana se fera un plaisir d'éclaircir des notions qui étaient un peu confuses. Merci. Déjà, tout d'abord, bonjour. J'ai une question, même deux d'ailleurs. La première, c'est à qui se destine votre modèle? Vous parlez en tant qu'entreprise de creusement, comme vous dites, de tunnelier ou même à un conducteur de travaux sur le chantier. Et ma deuxième question, c'est est-ce que, tout à l'heure, vous avez dit qu'en 2015, il y avait une progression de la recherche au sujet de la géotechnie avec l'IA. Est-ce que vous avez essayé de combiner d'autres sujets de recherche pour pouvoir faire un modèle encore plus complet ou pouvoir proposer une plateforme, je sais pas, plus pratique et plus, disons, je sais pas, plus facile d'emploi? Voilà. Alors, merci. La première question, si j'ai bien compris, c'est à qui est destiné l'algorithme? Donc, surtout pour les entreprises, parce que c'est eux qui s'intéressent le plus au tassement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on lance un projet de creusement, on définit dès le début des seuils à ne pas dépasser. Et donc, cet algorithme va permettre de savoir si ce tassement, il dépasse les seuils ou pas. Et lorsqu'il dépasse, il y a un ensemble de protocoles à lancer pour éviter et gérer les risques. Donc, surtout les entreprises, je dirais, mais en même temps, nous sommes un bureau d'études, on a été largement intéressés par ça, parce que
au final, c'est nous également qui lançons des calculs type éléments finis derrière pour trouver le tassement. Donc, et il se trouve aussi que l'entreprise, c'est elle qui a le plus de données. C'est elle qui a le plus de force dans ce domaine-là. Donc, ça compte aussi. Deuxième question, vous m'avez dit, oui, par rapport à l'intelligence artificielle dans le domaine de la géotechnique. Il faut savoir, la géotechnique, c'est un domaine très, très large. Donc, moi, j'ai travaillé dans le cadre des tunnels. Il y a dans la stabilité de pente, il y a dans le dimensionnement de pieux, dans les liquéfactions, etc., etc. Donc, ces domaines ne s'interagissent pas nécessairement. On peut imaginer, juste dans le domaine des tunnels, d'interagir avec les autres recherches. En gros, quand on interagit, c'est juste profiter de la recherche des autres pour avancer encore plus loin. Donc, c'est plus dans ce sens-là que de lancer de collaboration. Je tournerai la question encore autrement en disant qu'aujourd'hui, en faisant mon état de l'art, j'ai pas regardé uniquement l'intelligence artificielle utilisée dans les tunnels. Je suis allée chercher ailleurs et pas juste en géotechnique, on cherche dans les autres domaines afin de voir comment les autres scientifiques, avec leur propre vision, ont vu l'intelligence artificielle, comment ils ont cherché à l'optimiser pour que je puisse m'inspirer. Donc ça, c'est tout un état d'état de l'art. Ok. Donc la question qui a été posée en visio, donc d'abord, voilà, un remerciement pour votre travail magnifique. Et la question, c'est avez-vous envisagé d'utiliser des algorithmes plus avancés comme les réseaux de neurones récurrents ou les réseaux de neurones à mémoire longue et courte qui sont mieux adaptés à la gestion des données spatio-temporelles? Tout à fait. Alors, dans les perspectives de ma thèse, nous avions l'idée d'utiliser les LSTM, Long Short Term Memory Algorithms. Donc, je pense qu'il faisait référence à ça. Et on l'a fait. On l'a utilisé dans le cadre d'un stage post à ma thèse. Ces algorithmes-là ont réussi très bien à caler l'ensemble de la courbe, mais à un prix pas négligeable. C'est-à-dire le temps de bien optimiser et régulariser ces algorithmes, il n'est pas négligeable. Vu que nous, on vient d'un domaine de la géotechnique, au final, on ne pouvait pas se permettre un investissement aussi grand. Et vu qu'au final, on s'intéresse vraiment au tassement maximal, on se dit il faut trouver la meilleure méthode qualité-prix, comme on dit. Donc, oui, ça a été testé, oui, ça a été lancé et les résultats sont d'ailleurs dans le rapport de stage, donc les résultats sont disponibles. Je pense qu'il y avait une autre question, les GAN, oui. Les GAN, nous avons testé ce type de modèle, ce qu'on appelle les auto-encodeurs aussi, pour... non, c'était juste ça. Alors, si vous vous rappelez, il y avait l'homogénéisation des sols afin de réduire le nombre de caractéristiques utilisées pour les paramètres mécaniques des sols dans notre algorithme. Eh bien, plutôt que juste tester l'homogénéisation, nous avons utilisé aussi les GAN pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'était pas mal du tout. On a eu des résultats très similaires à la méthode d'homogénéisation. Donc, pour le même argument, on se dit que le temps qu'on va passer pour optimiser les GAN, au final, on a une méthode beaucoup plus rapide et plus simple qui donne des performances aussi bonnes. Donc, on est resté là-dessus. Mais oui, ça a été testé. Oui. Alors, j'avais une petite question. Est-ce que là, vous l'avez fait pour le Grand Paris, pour la ligne, ou vous l'avez fait pour la ligne 15 Sud et 14? Est-ce qu'on peut imaginer la même chose, par exemple, pour le métro de Toulouse, ou le Gothard, ou le Semmering, qui sont également des tunnels en cours de creusement? Et autre petite question, est-ce qu'un algorithme de ce style peut être utilisé pour la détection de phénomènes plus dangereux, tels que des convergences ou des phénomènes de ruine des tunnels?
je vais répondre à la deuxième parce que c'est très rapide. Oui, tout à fait. Il y a déjà des sujets de thèse là-dessus. D'ailleurs, il y en a une de Alec au laboratoire Navier qui cherche à prédire à l'aide de l'intelligence artificielle la convergence des tunnels. Donc, c'est tout à fait envisageable. Parfois, la difficulté dans ces sujets, c'est obtenir la donnée. Un autre sujet très complexe, c'est la stabilité des pentes aussi. C'est pas tous les jours qu'on a des stabilités de pente pour récolter de la donnée. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est on génère de la donnée à partir de modèles numériques et on entraîne l'intelligence artificielle avec. Donc, ça reste peut-être un peu moins accurate vu que les données ne sont pas réelles, qu'elles se basent sur des modèles de numérisation des sols, mais voilà, c'est faisable. Pour la première question, elle est très, très importante et c'est une information que je n'ai pas eu le temps de vous présenter. En parlant d'extrapolation, je vous ai montré l'extrapolation spatiale, mais il y a également l'extrapolation statistique. Ça veut dire quoi? Prenons une caractéristique, la cohésion des sols, peu importe. L'idée, c'est que nous avons divisé notre ensemble des données entre des données d'apprentissage et des données de test. Si aujourd'hui mes données d'apprentissage ne couvrent pas l'ensemble de l'intervalle possible de cette valeur, qu'on a des données non existantes dans l'ensemble de tests qu'on va essayer à prédire, l'algorithme ne va pas réussir. Une des conclusions de ma thèse, c'était qu'on peut extrapoler spatialement parce qu'on reste dans des sols très similaires, mais on ne peut pas extrapoler statistiquement. Et c'est pour cela, là d'ailleurs, j'avais montré que par ici, l'algorithme, il a commencé à faire n'importe quoi. Il ne réussissait pas à prédire, tout simplement parce qu'on voit que la qualité des sols, elle change complètement. On n'est plus dans les mêmes couches de sol par ici. Donc, il est incapable d'extrapoler statistiquement. Tout ça pour répondre à la question que le même algorithme sera incapable de prédire sur Toulouse, par exemple, ou à Londres pour le projet HS2, ou encore d'autres. Mais derrière cette thèse, nous avons développé la méthodologie de comment construire cet algorithme. Et c'est ça qui compte le plus. Après, on peut très bien imaginer un super algorithme qui, lui, il va apprendre des données du Grand Paris, des données de Toulouse, des données de Lyon, et il va profiter de toutes ces données-là pour en créer, comme je dis, un super algorithme qui est un peu plus, qui arrive un peu plus à généraliser parce qu'il a connu plus de données. C'est tout à fait envisageable. Mais encore une fois, trouvez-nous ces données, on fera le travail. D'accord, donc j'ai deux questions à distance. Une première, est-ce que vous pouvez revenir sur les hyperparamètres, s'il vous plaît? Et la deuxième, quel est l'impact de l'incertitude des paramètres géotechniques sur vos modèles? Alors, pour revenir sur les hyperparamètres, j'imagine que c'est plus sur la définition, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, un hyperparamètre, il faut se dire, c'est un paramètre propre à l'algorithme. Donc là, j'avais défini l'hyperparamètre qui est la profondeur de l'arbre de décision. Si on prend l'exemple des random forests, par exemple, qui sont un ensemble d'arbres de décision, un autre hyperparamètre serait le nombre d'arbres dans cet ensemble. Donc, voilà quelle est la définition. Il y a plein d'hyperparamètres possibles qui sont propres à chacun des algorithmes. Par exemple, les réseaux de neurones, on parle de son architecture et donc du nombre de neurones, du nombre de couches et plein d'autres. Donc voilà, ça c'est pour la définition des hyperparamètres. J'espère que c'est suffisant. Sinon, pour leur optimisation et j'imagine que c'était juste sur la première. C'était quel est l'impact de l'incertitude des paramètres géotechniques sur votre modèle? Alors ça n'a pas été pris en compte pour une raison simple que je suis arrivée à une étape au début de ma thèse où Terrasol avait déjà fait tout le travail
de choisir les paramètres géotechniques définis et fixes sur les données de sol. Donc, j'avais pas vraiment une erreur sur ces données-là à prendre en compte et à lancer des calculs. Mais en effet, ça serait super intéressant. Ouais. J'ai une autre question. Comment avez-vous testé la robustesse des modèles par rapport à des scénarios de données extrêmes ou rares, par exemple des événements géotechniques inhabituels? Évidemment. Le problème des ouvrages géotechniques, c'est bien l'état hydrique des sols. C'est beaucoup plus l'état de saturation. J'ai des amis qui travaillent avec une université à Barcelone. Ils travaillent jour et nuit avec les modèles de sol non saturés. La question, comment vérifier la fiabilité des modèles issus de l'intelligence artificielle par rapport à ces modèles de sol non saturés? Alors, vous avez peut-être remarqué, parmi les paramètres que nous avons pris pour entraîner l'algorithme, nous n'avons pas pris les nappes. Parce que dans la région parisienne, il y a plusieurs nappes et qui coexistent pas tout le temps. Et donc, c'était un choix complexe dont on n'est pas nécessairement très convaincu non plus, mais c'était le choix à prioriser. Et au final, on s'est dit que la pression au front qui est appliquée dans le tunnelier, elle dépend fortement de la présence de l'eau. Donc, c'est en quelque sorte pris intrinsèquement dans notre modèle. Et donc, on n'est pas allé plus loin que ça dans l'idée, est-ce que nos sols sont saturés ou non saturés, etc. C'était pas étudié. Et si on veut parler de fiabilité des algorithmes, c'était à travers les différents tests qui ont été lancés. Donc, avec les différentes métriques d'erreur qui ont été choisies pour trouver la performance des algorithmes. Donc, j'ai une question là d'un étudiant de l'ESITC Antenne-Égletons. Quelles sont les lois de comportement des sols que vous avez utilisées? Vous vous êtes basé sur un comportement élastique ou plastique ou les deux? Alors, c'était ça le grand avantage de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre cas, c'est que nous n'avons pas dû passer par des lois de comportement de sol. Donc, j'ai ni utilisé, apparemment vous connaissez, ni HSM, ni Morcoulon, ni quoi que ce soit. J'ai plutôt utilisé juste les données qui proviennent directement d'essais. Donc, par exemple, il y avait l'essai pressiométrique qui me donne le EM et le alpha, et ainsi de suite. Donc, on ne passe pas par cette étape, on ne se pose pas de questions sur plasticité ou autre. Ok, donc une nouvelle question. Est-ce que ce modèle est utilisable pour prédire le glissement d'un talus si on considère uniquement les paramètres du sol? Alors, ça, c'est comme j'ai répondu à la toute première question. Il y a des études, plein de recherches sur l'intelligence artificielle dans les différents domaines de la géotechnique, dont la stabilité des talus. Donc, je vous invite plutôt à voir dans ce sens-là. Mais, at the end of the day, on utilise tous les mêmes algorithmes et la même méthodologie de développement de l'algorithme. Mais ce qui change derrière, c'est quels sont les paramètres à prendre en entrée. Et ça dépend fortement de la connaissance du métier. Voilà. Donc, je vérifiais quand même qu'il n'y en ait pas à distance. Donc, un grand merci, Tatiana, pour cette présentation. Et n'hésitez pas, si vous avez de nouvelles questions, je pourrais si ça fait son cheminement, je pourrais les faire parvenir. Voilà, bonne soirée à tous.